Bonjour. Bienvenue à ce midi conférence. Bienvenue à ceux qui sont présents avec nous, merci, et à ceux qui sont en ligne. Je vous présente brièvement, en quelques mots, notre conférencier d'aujourd'hui, Maître François Boileau, qui est entré en fonction en tant qu'ombudsman des contribuables du Canada le 5 octobre 2020. Avant cette nomination, M. Boileau était le commissaire au service en français à titre d'officier indépendant de l'Assemblée législative de l'Ontario de 2007 à 2019. Depuis près de 30 ans, en tant que cadre supérieur, il a développé une expertise comme ombudsman ainsi qu'en surveillance, enquête et gouvernance. Outre sa licence en droit de l'Université d'Ottawa, Maître Boileau détient un certificat en mode alternatif de règlement des litiges de l'Université York, un baccalauréat en sciences politiques et un certificat en histoire de l'Université de Montréal. Il détient de nombreuses distinctions, dont le prestigieux prix Paulette Gagnon, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, le titre de chevalier de l'Ordre de la Pléiade, l'Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures et bien d'autres. Félicitations pour tous ces prix. Je lui cède la parole pour vous présenter le mandat et les travaux de l'Ombudsman des contribuables. Merci beaucoup d'être présent. Je vais partager la présentation. C'est plus là. Alors, bonjour tout le monde, pendant que excellent, superbe. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en ligne. J'espère que je ne vais pas trop vous endormir au cours des prochaines 3 heures qu'on m'a donné aujourd'hui. C'est juste ça. 1 heure, n'inquiétez pas. Ne stressez pas avec ça. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, d'autant plus que c'est enfin un déplacement en personne. Ça fait du bien. On va aller tout de suite. Je peux faire ça? Oui. Okay. Et puis, n'hésitez pas à envoyer des questions. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à les envoyer. Le professeur Latulippe, merci beaucoup à la chaire de fiscalité et en finances publiques de m'inviter aujourd'hui. C'est vraiment très, très apprécié. Quelques mots, je ne vais pas évidemment vous repasser ce qui est écrit là. En fait, ce que je voulais faire avec cette diapositive-là, c'est vous expliquer que ce qui est très amusant, c'est que dans tous ceux qui écoutent en ligne et dans tous ceux qui sont là en personne, je suis de loin le moins compétent en matière de fiscalité et probablement de finances publiques. Je ne suis pas comptable de formation, je ne suis pas fiscaliste, je suis avocat spécialiste en droit constitutionnel. J'espère que vous n'êtes pas endormi encore. Et donc, mais ma spécialité, par contre, c'est vraiment le métier d'ombudsman. Ça, j'ai occupé ces fonctions-là pendant 12 ans comme commissaire au service en français pour la province de l'Ontario. Et avant ça, je travaillais aussi pour la commissaire aux langues officielles fédérales du Canada. Donc, ça me donne cette expertise-là. Et la première moitié de ma carrière, je l'ai passée aussi à œuvrer avec les organismes à but non lucratif. Donc, sur le terrain, à voir les difficultés qui peuvent survenir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions au cours des prochaines minutes. Alors, l'ombudsman des contribuables, ben, on se doit d'être évidemment impartial et objectif. Puis là, je regarde la caméra, mais en même temps, je vais vous regarder vous. Là, ça va être moins déboussolant là, que de regarder un truc dans le mur comme tel. Alors, un des principes fondamentaux d'un ombudsman, c'est d'être objectif. Notre rôle n'est pas d'être parti pris. Notre rôle est d'être empathique envers les plaintes des citoyens. Donc, on reçoit des plaintes des citoyens concernant toutes les questions de service de l'Agence du revenu du Canada. Puis, je vais aller un petit peu plus loin tantôt sur la nature des enjeux que l'on fait face. Et donc, c'est d'être impartial, c'est d'écouter une partie, d'écouter l'autre partie. Ce n'est pas notre job de trancher, on n'est pas un tribunal non plus, mais de trouver des solutions alternatives. Hein? Contrairement à un tribunal aurait, lui, cette fonction d'écouter la partie A, d'écouter la partie B et de choisir entre les deux. Nous, ce n'est pas ça notre travail. Un travail de médiateur, un travail d'ombudsman, c'est d'écouter les deux parties puis d'essayer de trouver un arrangement qui va satisfaire à toutes les parties. Évidemment, s'il y en a une qui est dans le tort avec
avec ce qu'on entend, mais là, on va aller plus loin. On va même demander des lettres d'excuses de la part de l'Agence du revenu du Canada. On fait des recommandations. Nos recommandations sont, je vais donner des exemples dans quelques diapos, mais en même temps, ce ne sont pas... ils sont en train de me signer. Ce n'est pas des recommandations qui doivent être... que l'agence doit absolument dire oui. Ils peuvent dire non. Ce n'est pas arrivé à date, là, mais ça pourrait arriver. C'est un pouvoir de persuasion morale, si on veut. Parce que c'est là un c'est pas écrit là-dedans, mais un des enjeux importants pour un ombudsman, c'est d'être transparent. Donc, d'être transparent au niveau public, ce que j'ai fait d'ailleurs une présentation hier au comité sénatorial sur les droits de la personne, où j'ai été transparent par rapport à une des enquêtes que l'on est en train de mener. Je suis convaincu qu'au bureau de la ministre, en ce moment, ils ne sont pas très heureux. Ils ne sont pas pris par surprise pour autant. Ils savaient très bien ce que j'allais faire, mais ça fait partie du travail d'un ombudsman, d'être indépendant et d'agir de façon indépendante. Offrir une perspective différente. On a été créé par, j'en ai parlé un petit peu tantôt, trop de ne pas trancher comme tel entre les deux, mais d'offrir une perspective différente. C'est un bureau qui est un secret bien gardé pour la population canadienne. On reçoit, bon an, mal an, à peu près 5000 plaintes chez nous, ce qui n'est pas beaucoup quand on considère qu'on a 28 millions de contribuables canadiens, là. Donc, et ça ne se peut pas que tout aille bien avec l'Agence du revenu tout le temps. Bien sûr que souvent ça va bien, là, mais quand même, 28 millions de Canadiens qui font leur déclaration, puis on va en revenir dans quelques secondes. Donc, contrairement à d'autres ombudsmen législatifs qui sont créés par une loi, là, je pense par exemple au protecteur du citoyen du Québec ici, qui est créé par une loi, la vérificatrice générale du Québec, qui est créée par une loi. Ce sont des officiers du Parlement. Donc, au fédéral, il y en a aussi des officiers qui sont créés par le Parlement, donc les deux chambres, le Sénat et la Chambre des communes. Je pense par exemple au commissaire aux langues officielles que j'ai nommé tantôt, la vérificatrice générale du Canada. Ça peut être aussi commissaire à l'intégrité, commissaire à droit à l'information et à la protection de la vie privée. Donc, ce sont des officiers du Parlement. Mais il y a aussi d'autres officiers qui sont créés par décret en conseil, donc par une nomination du cabinet. Ce qu'on appelle des nominations qui sont politiques, même si mon processus de nomination était, je pense, non politique. J'ai quand même appliqué, j'ai passé les entrevues, les tests, tout ce que je voulais, là. Mais ça demeure pas moins qu'à la fin de la journée, c'est une nomination politique parce que c'est une décision du cabinet qui nomme l'ombudsman. Et je relève directement de la ministre du Revenu national, l'honorable Diane Leboutillier. Et je me rapporte directement à elle. Mais c'est une drôle de bébête, parce que je me rapporte, moi, à elle, mais en même temps, on n'a pas de lien de... Elle peut me dire quoi faire, donc faire une enquête, mais elle ne peut pas m'empêcher de faire une enquête. C'est un lien un peu bizarre, là, mais elle peut, elle, voir quelque chose qui l'importe. Et d'ailleurs, c'était le sujet de la discussion d'hier, justement, hier soir au comité sénatorial, parce qu'elle m'a chargé d'une enquête nationale menée sur des organismes de charité de confession musulmane qui plaident discrimination lorsqu'ils font affaire avec l'Agence du revenu du Canada au niveau de la direction des organismes de charité. Une analyse bien complexe, ça nous demande beaucoup d'efforts pour essayer d'aller au fond du sujet, mais c'est une enquête que la ministre m'a confiée. Donc, ça peut arriver. Mais pour le reste, ça, c'est pour reprendre cet exemple-là, c'est un bon exemple pour dire le déroulement de l'enquête, ben, il m'appartient. Donc, ce n'est pas quelque chose qui appartient à la ministre. C'est un vrai ou faux. L'ombudsman des contribuables ne défend que les plaignants. Je ne sais pas si les gens vont réagir en ligne. Là. Ça devrait être faux. Ouais, on va y aller on va y aller avec le faux. Voyons si je peux. OK. Bon, je suis vraiment plus à l'aise avec la main droite. Voilà. Alors, pourquoi? Quelqu'un, vous avez mentionné tantôt que c'est faux. Vous pouvez voir des situations, entre guillemets, injustes et vous prenez l'initiative d'intervenir. Exactement. Oui, c'est ça. C'est qu'on fait aussi on reçoit des plaintes individuelles
mais on regarde aussi des cas qui sont, s'il y a une tendance, on peut regarder ça sous un angle systémique aussi. Et les plaignants, bon. En fait, la question devrait se lire aussi. Est-ce que l'Ombudsman des contribuables ne défend que les contribuables? Mais c'est pas tout à fait ça. C'est juste aussi, dans le système canadien, oui, on paye des impôts, mais n'oubliez pas, puis en fait, vous le savez plus que moi, comme j'ai dit en ouverture, c'est quand même volontaire, en autant qu'on n'ait pas de revenus, de faire sa déclaration. Sauf que si on ne fait pas la déclaration, à ce moment-là, on peut se couper des prestations. Parce qu'on n'est pas sur le radar, donc on ne recevra pas les prestations. Un bon exemple de ça, c'est le nouveau programme en matière de soins dentaires qui vient d'être voté, en fait, au Parlement, qui a été adopté en fin de la semaine dernière ou cette semaine même. Et puis, ce programme dentaire-là qui va donner à des familles dont le revenu familial ne dépasse pas 90 000 et qui n'ont pas d'assurance privée pour couvrir les frais dentaires, ben, c'est quand même 650 par enfant que ces familles-là vont pouvoir recevoir pour un premier 6 mois et un autre potentiel 650 pour le deuxième 6 mois. Mais ça, il faut avoir fait sa déclaration d'impôt pour y avoir droit. Et là, et je vais y arriver tantôt à un de mes mandats les plus importants pour moi, c'est la question des non-déclarants. Puis je vais y revenir. Alors, mon mandat, donc, j'en ai parlé un petit peu, c'est d'aider, en fait, mon titre d'Ombudsman des contribuables est un titre beaucoup glorifié par rapport à mon vrai titre qui est dans le décret en conseil, qui est de conseiller spécial de la ministre du Revenu national, appelé aussi Ombudsman des contribuables. Mais ça fait un peu étrange de voir ça comme ça dans un décret, que le titre officiel, c'est conseiller spécial. Puis des fois, il faut quand même rappeler un peu à la ministre là, pas la ministre comme telle, mais à l'ensemble de la machine, parce que tous les employés de chez nous sont des employés de l'Agence du revenu. Vous voyez, c'est une drôle de bébête, là. On est des employés de l'Agence du revenu, moi compris, en guillemets, mais pour un mandat ferme de 5 ans. Donc, je sais déjà que le 4 octobre 2025, I'm out. Je fais autre chose. Alors, ça, c'est déjà puis c'est non renouvelable. Ce qui me donne quand même une belle marge de manœuvre, une liberté d'être non complaisant aussi. Je pense qu'un mandat comme celui-là devrait être de 7 ans et non pas de 5 ans, mais ça, c'est une autre discussion, puis j'écrirai ça dans mon dernier rapport à la ministre. Mais pour l'instant, c'est un mandat de 5 ans. Puis quant à moi, ça ne va pas changer non plus. Donc, les employés sont des employés de l'Agence du revenu, mais on est à part. Donc, on est dépendant de l'Agence du revenu pour tout ce qui est des questions de services informatiques, de services de ressources humaines, de finances, planification, si on veut, budget. On fait notre propre budget, bien sûr, mais on dépend quand même des fonds octroyés par la ministre. Mais pour le reste, on agit de façon indépendante et ça va des deux côtés. Donc, lorsqu'on reçoit des plaintes des gens, on a accès à leur dossier seulement s'ils nous donnent leur consentement. Donc, s'ils nous donnent leur consentement, là, on peut passer outre, si on veut, l'article 241 de la loi sur l'impôt et aller dans les dossiers des contribuables. Contrairement, par exemple, à un bureau de protection des services aux citoyens de Revenu Québec qui, eux, ont accès tout de suite à aller dans les dossiers des citoyens. Et notre mandat est un mandat de service au public. Et ça, c'est important parce que le décret en conseil vient limiter aussi la portée de l'influence de notre bureau en disant que ce n'est que pour des questions de service et non pas des questions de programme ou de politique. Et là, c'est là que ça se complexifie un peu parce que souvent, on a des enjeux systémiques qui touchent le côté policy, le côté politique, le côté programme. Alors, mon travail à moi, c'est d'étirer, puis je ne dirais peut-être pas ça devant la ministre comme telle, là, mais bon, c'est entre nous, il y a juste une centaine de personnes en ligne. Mais mon travail est d'étirer l'élastique pour qu'il ne pète pas. Mais en même temps, c'est aussi de voir jusqu'où on peut aller dans ce terrain-là. Mais on n'a pas non plus des ressources chez nous. On est un bureau d'une trentaine de personnes. Et on n'a pas des ressources illimitées en matière de connaissances. Donc, je n'ai pas personne chez nous qui est un fiscaliste, qui est un peu comme, oui, je vous ai vu faire. En effet, ce sont des spécialistes en matière de services,
d'ombudsman, mais pas en matière de fiscalité. Et la raison pour laquelle, et ça, j'essaie de changer ça en passant. Donc, j'essaie d'amener du monde qui vont avoir cette connaissance, compétence. Avis aux étudiants intéressés, on offre des bonnes possibilités d'emploi chez nous. Je suis sérieux en passant. Parce que la question de trouver du bon monde qui vont nous offrir cette compétence de penser en matière de politique fiscale. Puis pourquoi je veux aller là? C'est pas pour défier des grands conseils qui m'a nommé, c'est pour nous assurer que quand on reçoit les réponses de l'Agence du revenu du Canada par rapport à des dossiers que l'on enquête, bien, des fois, on regarde ça et on se dit, sont-ils en train de nous mener en bateau? Parce qu'on n'a pas cette compétence de pouvoir essayer de vraiment comprendre là, en termes de comptabilité, en termes de politique fiscale, en termes qu'est-ce qu'ils nous disent. Pas tout le temps. La plupart du temps, c'est facile. Il y a eu un manquement de service, il y a eu. Puis je vais en parler dans, je pense, la prochaine diapo ou peut-être dans 2-3 diapos. C'est quoi un peu le mandat d'un ombudsman? Mais en matière et l'autre raison pour laquelle on ne s'aventure pas du côté des politiques fiscales, c'est parce que le ministère du Revenu, l'Agence du revenu du Canada, pardon, nous dit, ben nous non plus, on n'en fait pas. C'est le ministère des Finances qui décide. C'est eux autres qui ont le gros bout du bâton. C'est le ministère des Finances qui est contrôlé par l'honorable Christophe Freeland. Donc, c'est pas à nous autres. Si nous, on n'a pas de compétence de décider de politique ou de programme, ben à ce moment-là, toi non plus. Tu n'as pas affaire à nous demander de faire des recommandations qu'on ne pourra pas suivre parce que c'est finalement le ministère des Finances. Oui. Une question absolument. En ligne. Okay. On est là-dedans. Je ne sais pas si on entend des questions, mais une question sur le recrutement. Quelqu'un dit juste des étudiants? Non. Non. Pas juste des étudiants, certains. On a aussi des postes. En fait, il y a toujours des postes d'étudiants disponibles pour l'été et durant l'année en cours. Mais on serait prêt à embaucher, là, justement, moi, je me cherche un EE, là, c'est un E, comment je m'appelle encore? EA5. Donc, c'est un poste de comptabilité, c'est un poste comme hybride comptable / politique fiscale chez nous qui pourrait nous amener, comme l'équipe, là, à aller un petit peu plus loin. Donc, faire des recherches, faire le lien avec les questions que nos enquêteurs reçoivent, mais qu'on a un doute sur ce qui est écrit. C'est aussi faire aussi d'autres recherches d'une nature systémique. Donc, le recrutement, le plus simple, c'est tantôt, je vais donner mes coordonnées. Écrivez-moi, puis on pourra partir de là. Puis l'autre question, c'est un petit retour là, sur ce que vous disiez. C'est en fait, pour que l'ombudsman porte son attention sur un sujet, il faut quand même que son attention ait été attirée sur ce sujet. Fait que c'est pas nécessairement un plaignant, il n'y a pas nécessairement un plaignant, mais il y a quand même quelque chose qui a attiré l'attention de notre travail. Absolument, mais il y a tellement de choses sur les milliers de pages web de l'Agence du revenu qu'on ne peut pas tout voir. Donc, quand il y a quelque chose, je vais vous donner un exemple bien facile. On a fait, au cours de la dernière année, on a fait une demande d'amélioration de service, ça fait partie de notre boîte à outils, auprès de l'agence, parce qu'on a remarqué que sur le site de l'agence, lorsqu'il est question d'instruction aux femmes victimes de violences conjugales, ça semblait donner l'impression, même si ce n'était pas la volonté expresse de l'agence, bien sûr, mais ça semblait donner l'impression qu'on devait absolument avoir la déclaration fiscale, là, le T1 là, de son conjoint. Mais évidemment, si tu pars en pleine nuit à 3 heures du matin avec les 2 enfants, 3 enfants, c'est peut-être pas ton premier réflexe d'aller dans l'ordinateur puis t'assurer de mettre sur une clé USB la déclaration fiscale de ton conjoint pour obtenir l'allocation canadienne pour enfants, qui est très importante. Donc, on a clarifié ça avec l'agence. C'est quoi votre intention? Bien sûr, c'est pas ça. OK, bien, soyons clairs maintenant sur le site Internet pour envoyer les bons signaux. Puis là, on est content, on est satisfait des signaux, mais ça a attiré l'attention d'organismes à but non lucratif avec qui on travaille maintenant parce qu'ils veulent pousser la question plus loin pour s'assurer d'avoir encore une procédure qui va être vraiment souple
pour ces femmes-là, ça peut être des hommes, là, mais pour les personnes victimes de violences conjugales qui doivent quitter en plein milieu, qui ont droit à recevoir des prestations, mais qui partent dans des circonstances exceptionnelles. Donc, ça, on va continuer de pousser cette question-là, mais ce n'est qu'un aspect, là. Il y en a une panoplie d'autres. Moi, je rencontre beaucoup d'organismes non lucratifs. Chaque semaine, j'en rencontre plusieurs par semaine. Et tout le monde a leurs enjeux. Puis c'est à nous autres de voir, OK, qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est quoi les enjeux de service qu'on peut améliorer? Puis d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut apporter ces questions-là à un autre niveau. Je veux juste... je suis conscient de l'heure. Bon, ça, j'en ai parlé. Je ne vais pas revenir très longtemps là-dessus. Alors, la ministre, je ne sais pas si on a un petit flash, oui, c'est ça. Alors, l'honorable Diane Laboutier en haut, bien sûr. Une drôle de bébite, l'agence. Il y a le commissaire, ils appellent ça un commissaire, mais c'est l'équivalent d'un sous-ministre. Alors, c'est le commissaire Bob Hamilton, puis là, il y a des titres qui vont avec, le sous-commissaire, commissaire délégué, puis je suis tout mélangé. Puis moi, donc, c'est une ligne pointillée parce que je n'ai pas de relation directe. Évidemment, on se parle. L'agence est de revenus et nous, notre bureau, on se parle sur une base régulière. Il y a un aspect aussi qui est très important que quand on parle de drôles de bébites, puis ça, c'est un point qui est vraiment faible de notre bureau, c'est que nos conseillers juridiques sont les mêmes que les conseillers juridiques de l'agence. Ce qui donne un... Je veux dire, j'ai passé toute ma carrière là, et en cours contre le gouvernement. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Donc, pour moi, c'est très, très difficile. Pour l'équipe, c'est comme le fait que je soulève ça publiquement, ça rend un peu le monde un peu mal à l'aise parce que ben, on a toujours fait ça de même. Évidemment, la phrase la plus sclérosante qui peut exister sur la planète, là, on a toujours fait ça de même. Personne qui le dit devant moi, là, ça c'est le fun. Mais il y a quand même cette pas attitude, mais c'est parce qu'on est à l'agence, donc c'est normal que l'agence nous offre aussi des services juridiques. Mais c'est pas normal pour un bureau d'ombudsman. Bien sûr, on n'est pas indépendant, on n'est pas complètement indépendant, contrairement à nos collègues que je mentionnais tantôt. Mais cet aspect-là, que je ne puisse pas aller non plus aller chercher des conseils juridiques à l'extérieur, c'est quand même une problématique. Ça ne veut pas dire que les conseillers juridiques extérieurs vont absolument avoir un autre point de vue que ceux de l'agence. Ça se peut que ce soit la même. C'est juste que je ne suis pas certain à 100%. Parce que j'ai un point de vue qui est représenté. Alors, donc, ça, c'est un des... Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. Structure organisationnelle. En fait, on a 3 équipes. Une équipe communication, une équipe petite équipe de communication, là, j'aurais dire, une équipe aussi de services corporatifs, mais notre grosse équipe, c'est les enquêtes. Puis elle-même, elle est en trois équipes, donc les agents d'accueil, ceux qui sont sur le téléphone et qui reçoivent les appels. Puis je peux vous dire que ce n'est pas une job qui est facile. Je le fais de temps en temps, là. C'est vraiment pas facile parce que les gens qui appellent ne sont pas nécessairement contents. Et il faut aussi expliquer qu'on n'est pas à l'agence, mais qu'on est, comme cette relation un peu bizarroïde qu'on a, d'expliquer qu'on n'a pas accès à leur dossier tout de suite. On ne peut pas régler leur plainte là. Il faut qu'ils nous donnent leur consentement. Et après ça, on peut aller chercher le dossier avec l'agence pour travailler le dossier, voir qu'est-ce qui manque, quel genre de plainte qu'ils avaient. Est-ce que c'était un manque de service? Est-ce que c'était un manque en matière de documentation? Est-ce que c'était... Bon, je vais en glisser un petit mot tantôt. L'équipe d'examen individuel, c'est eux autres qui, justement, font les suivis avec les plaignants. Puis on a même malgré la pandémie, qu'on a été extraordinairement occupés. Là, vous ne pouvez pas imaginer à quel nos plaintes ont triplé au cours des 2 dernières années parce que c'était l'Agence du revenu qui s'occupait aussi des programmes d'urgence, de prestations d'urgence. Donc, nos plaintes ont triplé. Puis il y a une autre plainte aussi que je vais parler. Il y a bien de choses que je vais parler, là, mais j'y arrive. Puis petite équipe d'examen systémique, j'en étais 1. Là, j'en ai 3. Donc, on essaye de grandir cette équipe-là. Puis la personne que je parlais tantôt, elle relèverait directement du directeur. Donc, le directeur et moi, là, on travaille en symbiose. Puis aurait son nez fourré pas mal dans les questions d'examen systémique puis de communication aussi.
mais surtout examen systémique. Bon, il ne veut pas du tout mon doigt, coach. Ah, voilà. Ah oui, on est là pour faire respecter la Charte des droits du contribuable, des contribuables, du contribuable. C'est notamment ceux qui sont en surbrillance, pas exclusivement, mais notamment ceux qui sont en surbrillance, que vous voyez. Pourquoi ceux-là? Bien, parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà prévus comme par exemple l'article 2, vous avez le droit de recevoir des services dans les 2 langues officielles. Il y a déjà un commissaire aux langues officielles qui s'occupe de cette question-là. 3, c'est confidentialité, oui, vie privée. Donc, il y a déjà un commissaire à l'information qui peut recevoir ce genre de plainte-là. Donc, nous, nos 2 plus grandes sources de plaintes sont les articles 5 et 6. 5, vous avez le droit d'être traité de façon professionnelle, courtoise et équitable. 6, vous avez le droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns. Maintenant, si on va en cours avec, je parle beaucoup des tribunaux, là, mais si on devait aller en cours en plaidant seulement qu'une violation de l'article 6, 5, sans faire un lien avec un article de la loi sur l'impôt ou d'autres articles d'autres lois, ça risque d'être faible, parce que ça, c'est une déclaration. Ça a une portée, c'est ça, c'est une déclaration, ça n'a pas une portée exécutoire, ça n'a pas une portée mandatoire. Donc, c'est une portée, on l'aime beaucoup, ça aide à classifier un peu qu'est-ce que l'Agence du revenu doit faire comme norme de service, mais en même temps, c'est quelque chose qui est gentil et bon enfant, mais pas nécessairement. Je sais que je n'ai pas l'air d'en faire la promotion là, en disant ça. C'est quand même important pour l'agence de respecter les normes qui sont établies là-dedans, mais ils ont d'autres normes de service, d'autres standards qui font partie de la Charte qui s'enlignent, si on veut, avec la Charte des droits du contribuable. Il y a également un engagement vers les petites entreprises. Tout ça, c'est accessible sur notre site Internet. Le processus de plainte lié au service chez nous, comme tous les bureaux d'ombudsman, on n'est pas un organisme nécessairement de dernier recours. La plupart des ombudsman sont des organismes de dernier recours. Nous, on offre une petite nuance. Je vais vous expliquer pourquoi, là. Donc, d'abord, on demande aux gens, évidemment, de tenter de résoudre la plainte directement avec la personne avec qui ils font affaire. Si ça ne fonctionne pas, de déposer une plainte formelle auprès de l'Agence du revenu du Canada. Il y a un formulaire avec un nom magnifiquement poétique, digne de l'agence, le formulaire RC 193, c'est comme ça, qui permet d'offrir aux gens de déposer une plainte directement en matière de service à l'Agence du revenu. Et si les gens ne sont pas satisfaits de cette réponse-là, de venir chez nous par la suite. Et nous, on reçoit aussi, quand je parlais de 5 000 plaintes tantôt, c'était des plaintes qui étaient recevables. On reçoit aussi environ 5 000 demandes par année, mais ce n'est pas nécessairement des plaintes qui sont recevables. Ça peut être lié aussi à Service Canada. Là, sur notre site Internet, maintenant, on a un arbre décisionnel, donc qui facilite davantage les gens à se pointer vers les bons bureaux. Il y a une exception là-dedans, je pense que j'en parle dans l'autre. Voilà. C'est que si la circonstance, elle est tellement difficile pour la personne ou l'individu ou sa famille qu'ils n'ont pas le temps d'attendre parce qu'ils ont besoin de mettre de l'argent de payer leur loyer, de mettre de la nourriture sur la table. Faites affaire directement avec nous. On a une entente avec l'agence que 3 jours plus tard, l'agence va vous répondre. Ça ne veut pas dire que le dossier va être réglé, mais au moins, il va y avoir un dialogue qui va être amorcé si vous faites une plainte directement à nous. Donc, sautez l'étape 2, là, si on veut. Faites affaire avec notre bureau et nous, on va s'occuper de faire un suivi. Et non seulement l'agence fait un suivi avec vous, mais nous, on continue de surveiller périodiquement auprès de vous et auprès de l'agence pour s'assurer qu'il y a des suivis qui se font dans des délais très, très rapides pour que si vous avez accès, droit à recevoir une prestation auquel vous avez droit, bien à ce moment-là, ou encore un retour auquel vous avez droit, mais que vous n'avez pas obtenu, à ce moment-là, nous, on peut faire bouger les choses de façon plus rapide. Et ça a été une explosion pleine au cours de la dernière année. Malheureusement. La pandémie a fait beaucoup de...
on pense que c'est fini, tout ça, mais ça a été dur pour bien des Canadiens. D'abord, il y en a qui sont morts, mais aussi beaucoup d'entreprises ont fermé, beaucoup de familles ont perdu des proches qui avaient des emplois. Il y en a aussi d'autres qui ont je suis correct? Ouais. Alors, il y en a qui ont perdu leur rêve là, avec de petites entreprises qui ont dû fermer. Une petite question. Oui. Quelqu'un nous demande, est-ce que vous savez quel est le délai de réponse d'une plainte logée auprès de l'ARC, l'étape 2, le délai de réponse? Ils ont des normes de standard qui doivent répondre dans les 4 semaines. Venez nous voir. C'était pas. D'ailleurs, ça fait partie des avalanches de plaintes qu'on a faites. Puis dans le prochain rapport annuel qui va être publié dans quelques semaines, j'ai un chapitre complet sur ce qu'on appelle la validation. Donc, pendant les programmes d'urgence, sans dévoiler de secrets professionnels, là, parce que ce n'est pas encore public. Mais disons qu'on a été très sévère parce qu'au cours de la dernière année, l'agence indiquait sur leur site Internet 4 semaines pour valider, que ça prendrait 4 semaines pour que quelqu'un qui applique pour un programme d'urgence sache que son dossier est valide. C'est pour valider, un, que la personne, c'est la bonne personne, puis 2, qu'elle a le droit de recevoir ce programme-là, ce service-là. Mais on a reçu des plaintes pour dire que c'était pas 4 semaines, c'était 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines. Ça allait très loin. On a interagi avec l'agence, on va changer de site Internet pour des semaines. Oui, mais. Puis là, en passant à 8 semaines, OK. Mais le délai commence quand? Quand on envoie la plainte, quand on envoie la demande, bien sûr. Hein, le citoyen normal va penser ça. Non, c'est quand? C'est quand le dossier est assigné à un officier. Je dis, ben là, voyons, c'est quoi? On ne peut pas accepter ça. Donc, on est assez sévère envers l'agence parce que ce n'est pas quelque chose qui est une norme de standard auquel les Canadiens s'attendent. Il n'y a pas une certitude par rapport à ça. Donc, pour nous, ça, c'est important aussi de faire ça. Et qu'on nous dise si l'Agence du revenu a été, puis là, je vais être très candide, puis je sais qu'il y a du monde qui ne font que ça dans leur vie là, au quotidien, donc je n'essaie de pas dire trop de niaiseries, mais c'est quand même, ils ont une responsabilité de recouvrement. Hein? Ça, c'est leur spécialité, le recouvrement. Mais là, depuis 2 ans, avec la pandémie, on les a amenés vers un autre genre d'idée, c'est-à-dire de prestation de service. Ce n'est pas nécessairement une habitude naturelle pour l'Agence de service, l'Agence de revenu du Canada. Donc, et il peut y avoir un débat de société à savoir si c'est le rôle de l'agence. Non, puis je ne suis pas ici pour en débattre de cette question-là. Je crois que c'est vraiment fascinant. Mais le fait est que l'Agence de revenu est aussi à la merci des politiques fiscales qui sont souvent, quand il y a une élection générale, il y a souvent des nouvelles politiques qui sont annoncées pendant la campagne électorale, sont élues, boum, ça se transmet en des nouveaux programmes que l'agence doit absolument faire fonctionner. Donc, c'est beaucoup. Même si c'est un gros bateau de cinquantaine de mille de personnes, l'agence, c'est beaucoup de monde qui travaille là. Puis nous, c'est très hiérarchique avec beaucoup d'étages, comme un grand paquebot. Puis nous, on est comme un zodiac à côté du paquebot. On ne peut pas aller en pleine mer parce qu'on a besoin du navire amiral, si on veut, pour des ressources, pour de la nourriture, peu importe. Mais en même temps, on est plus mobile. On est une petite équipe qui est à côté, très visible. Puis notre rôle, c'est d'avoir un gros porte-voix parce que nous, les vagues, c'est les plaintes des gens, puis on les sent. Et les tendances, on les voit aussi. Donc, on essaie de les voir. Je reviens j'espère avoir répondu à la question. Une petite en passant, oui. Le pourcentage, vous parlez de 5 000 plaintes. J'ai un truc sur les statistiques dans quelques secondes. Triangle de l'équité, je l'aime beaucoup ce tableau-là. Je le montre parce que les plaintes qu'un bureau d'ombudsman reçoit, on les traite de façon de ces 3 aspects-là. Ça peut être procédural. Est-ce que ça peut être un mélange aussi des 3? Mais procédural, est-ce que les documents qui étaient censés être fournis ont été étudiés, ont été analysés dans l'ordre, etc.? Est-ce qu'au niveau de la procédure, est-ce qu'on a suivi toutes les bonnes étapes pour qu'un dossier soit mis de l'avant?
Ça peut être au niveau relationnel, donc au niveau des services, que les gens attendent 3-4 heures au téléphone pour parler avec un agent de l'agence de revenus. C'est trop long, c'est pas un bon service. J'ai fait une recommandation dans ce sens-là dans mon premier rapport annuel. On va voir que la réponse a été positive. Là, c'est entre la danse de la mise en œuvre. Alors ça va pas être simple. Comment donc j'ai été traité? Si je vais vous donner un exemple aussi qui va de l'autre côté de la médaille. Souvent, on recevait des plaintes comme quoi un agent de l'agence a été non courtois, raccroché la ligne au nez, a été sévère, etc. Maintenant, on a accès, j'ai voulu ça quand je suis arrivé, on a accès aux enregistrements. Donc, c'est pas pour contester ou pour taper sur la tête de l'agent qui était au téléphone, mais on peut voir maintenant, on est un peu plus objectif. Et je vais vous avouer que des fois, c'est peut-être pas l'officier qui a été non courtois, là. Ça peut être aussi l'individu. Et à ce moment-là, on répond poliment, puis on n'a pas décelé de non-courtoisie de la part de l'officier en question, puis on arrête cela. Donc, côté relationnel, côté décisionnel. Là, on va vivre des moments qui vont pas être... Il y a beaucoup de Canadiens qui vont vivre, des milliers de Canadiens qui vont vivre des moments difficiles, parce qu'il y en a déjà près de 300 000, je pense qu'ils ont 260 000, qui ont reçu une première lettre de l'Agence du revenu du Canada pour leur dire est-ce que vous étiez vraiment éligible pour recevoir des programmes d'urgence? Si vous ne l'étiez pas, on vous invite à communiquer avec nous ou à nous fournir telle preuve, etc. Ils ont mis beaucoup de gants blancs à notre demande dans les lettres et aussi à notre demande, ils ont mis aussi un numéro de téléphone où les gens vont pouvoir téléphoner, ils vont avoir accès à une vraie personne qui va connaître leur dossier. Donc, ça, c'est aussi important, pas juste les agents d'accueil du centre d'appel n'ont pas tous accès au dossier complet de tout le monde quand tu appelles à l'Agence de revenus. Donc, mais ces lettres-là vont être envoyées jusqu'à la fin de 2024. C'est comme long, là. Il y a beaucoup de monde qui auront dépensé le 2 000, 4 000, 6 000 qu'ils auront reçus, ils l'auront dépensé, là. Alors, oui, ils n'avaient peut-être pas droit, et donc il faut qu'ils remboursent, mais alors, la loi va s'appliquer à tout le monde, mais de la manière que ça va être appliqué. Alors, l'agence nous a dit qu'ils seraient empathiques par rapport aux situations de ces gens-là, qui seraient à l'écoute, que lorsqu'ils téléphoneraient les contribuables, ils auraient en main leur dossier complet fiscal pour voir leur capacité réelle de pouvoir répondre, de pouvoir donner, rembourser, puis donc d'avoir un plan. Alors ça va être, c'est un exemple de, oui, décisionnel, qu'est-ce qui a été décidé, c'est pas tout le monde qui doit être traité de la même façon tout le temps. L'impact va être différent pour les gens. Alors ça, c'est un des aspects que l'on regarde, c'est un exemple parmi d'autres. Un contribuable au Canada n'est qu'un individu qui paye des impôts. Vrai ou faux? Pas mal une facile. Pas mal faux, hein? Alors, c'est pas mal faux. Je pense qu'avec la crowd, là, on va passer par-dessus cette table. Statistique liée aux plaintes. Je vais peut-être faire des ajustements à mes présentations à l'avenir. Statistique liée aux plaintes. On peut voir des années, en fait, c'est pas très clair, mais si je suis là avec 2021, qui est ici en noir, on a vu là, qu'au niveau des plaintes, au niveau des demandes générales, donc 3 847 plaintes, ça c'est en 2021. En 21-22, pardon, oui. Puis des demandes générales, près de 5 000 au niveau des demandes générales. Puis les plaintes urgentes, ça c'est 1750 dossiers qu'on a transférés de façon urgente parce que les gens vivaient une situation financière impossible. Mais pour combien de familles qu'on a été utile que les gens ne connaissent pas notre bureau? C'est ça qui est mon drame à moi, c'est que les gens ne connaissent pas notre bureau, qu'on aurait peut-être pu être utile pour ces gens-là, mais on n'est pas très connus. Nos outils principaux, demande d'amélioration de service, j'en ai mentionné tantôt, les rapports d'examen systémique, les rapports annuels. On essaie d'être sur les médias sociaux aussi.
L'Ombudsman des contribuables, ça, c'était dans mon premier rapport annuel. Je ne peux pas dévoiler les recommandations de mon rapport annuel qui va sortir bientôt parce qu'il n'est pas public encore. Alors ça faisait partie des outils. Donc, ça ne veut pas dire que le gouvernement doit absolument faire tout ça, mais sachez que lorsqu'on fait des recommandations, on en jase avec l'agence avant. On essaie d'être le plus pragmatique possible. Puis, même si, par exemple, je peux vous dire que la numéro 5, l'agence n'était pas très, très confortable avec celle-là parce qu'ils nous ont dit, ben ça risque de coûter cher à mettre ça en place. Puis moi, j'ai répondu, OK, mais tu vas laisser ta ministre répondre ça là, publiquement? C'est tout ça? Là? Elle va-tu juste dire non parce que ça va, même si c'est un bon service éventuel à offrir, elle va dire non de même? Alors, bien sûr que la ministre n'est pas folle. Hein? Alors, elle a dit oui à tout ça. Donc, j'ai un plan d'action maintenant pour chacune de ces recommandations-là. Est-ce qu'ils vont y tenir? Est-ce qu'il va y avoir des délais? Ça, c'est, comme je le disais tantôt, ça entre dans la danse habituelle. Là. Mais au moins, il y a des recommandations qui ont été acceptées. Puis, c'est à nous de s'assurer qu'il y a des suivis qui soient faits à cet égard-là. Ah, déjà, bon, parfait. Ben, je vais revenir ici. L'autre point que je voulais mentionner tantôt, que je n'ai pas indiqué, pas dans la présentation, c'est que, puis j'aimerais ça qu'on parle une minute ou deux des non-déclarants. Quand je suis arrivé en poste, bien sûr, on voit toute la situation là, des gens qui font leur déclaration d'impôts, etc. Mais on sait qu'il y a beaucoup de laissés pour compte. Des gens qui sont comme à l'extérieur du système. Et ces gens-là, parce qu'ils sont à l'extérieur du système et qu'ils ne font pas de déclaration d'impôt, mais ne peuvent pas profiter non plus des prestations auxquelles ils ont droit. J'ai essayé de demander, on parle de combien de monde, là, exactement? Parce qu'il y a une chercheure universitaire, Jennifer Robson, qui est associée avec un professeur d'économie-britannique dont j'oublie le nom en ce moment, et ça, je m'en veux. Ils ont estimé que c'était entre 1 et 2 millions de personnes par année. Et l'agence n'est pas capable de fournir un chiffre. Alors, je vous laisse deviner quelle sera une recommandation éventuelle à cet égard-là, parce qu'ils doivent travailler avec Statistique Canada pour trouver des chiffres, parce qu'ils ont une responsabilité. Ce n'est pas juste de recouvrement d'argent, c'est aussi une question d'envoyer des fonds, parce qu'en ce moment, le Canada s'enrichit sur le dos des plus vulnérables, parce qu'on garde cet argent-là. On la garde chez nous, au fédéral, là, et on ne le redistribue pas comme les gens devraient les recevoir. Et ça a des implications aussi au niveau provincial. Peut-être moi au Québec, parce qu'il y a quand même deux déclarations à faire, puis étonnamment, on aurait peut-être été pensé à croire qu'au Québec, il y a plus de non-déclarants, plus le côté rebelle qu'on s'attend un peu, mais non, c'est une des provinces où il y a le plus de déclarations d'impôts, tant au fédéral qu'au provincial. Donc, par rapport à la population. Alors, il faut se poser les questions, qui sont ces gens-là? Comment aller les chercher? Comment les convaincre? Mais surtout, quel genre de message? Quand je dis comment les convaincre, est-ce que c'est le rôle de l'agence ou bien c'est le rôle de l'agence de travailler avec des organismes qui sont sur le terrain, qui connaissent ces gens-là, eux? L'agence me dit, c'est pas notre rôle, là. Oui, mais aux États-Unis, ils le font. Le IRS le font. Il y a d'autres pays aussi qui le font et qui ont des résultats qui sont probants. Qui travaillent avec des organismes sur le terrain. Puis là, l'agence, on a fait une analyse de tous les programmes qu'ils ont en matière de population vulnérable, que ce soit des femmes, que ce soit les femmes autochtones, les personnes âgées, les jeunes, les étudiants, que ce soit les personnes handicapées. Je ne sais plus le bon terme maintenant, à utiliser, les personnes en situation de handicap. En situation de handicap, merci beaucoup. Je suis pas bien vieux. Donc, que ce soit alors, nous, on rencontre beaucoup d'organisations à but non lucratif sur le terrain qui nous aident à alimenter ce message-là, qui nous aident à voir aussi quels sont les enjeux, puis comment est-ce qu'eux pourraient aider. Puis, ce n'est pas une situation qui est unique juste à l'agence, parce que ce que les organismes nous disent, c'est qu'évidemment, la situation d'un individu et de sa famille est très complexe. Ça peut, la question de faire ton T1
une fois par année, c'est pas ça qui va nécessairement sauver la personne. La personne, elle a aussi d'autres enjeux, que ce soit en matière de santé mentale, d'éducation, en matière de santé, d'analphabétisme, bref, une panoplie d'autres enjeux. Et les prestations auxquelles elles auraient droit, ça s'ajoute au fait qu'on pourrait faire en sorte que cette personne-là puisse éventuellement sortir. Oui. Quelqu'un soulève la question, est-ce que ça peut considérer, dans le fond, de regarder du côté des déclarations pré-remplies qui seraient transmises? Oui. L'Agence du revenu, ils ont un projet pilote là-dessus. Puis merci de la question parce que je suis dès mon entrée en fonction, j'avais fait un briefing là, de l'agence sur la question. Puis là, ça fait 2 ans et quelques mois, puis j'ai hâte de savoir où est-ce qu'on en est rendu. Parce que moi, j'ai lu aussi qu'est-ce que Bob Hamilton, le commissaire de l'Agence du revenu, qui est sous-ministre, a dit à une conférence au CDAO Institute que les déclarations pré-remplies, ça ne marcherait pas. J'aimerais ça savoir. Donc, je suis à un autre niveau de savoir, à demander un nouveau brefage là-dessus. Où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre de la déclaration pré-remplie? C'est certain que ça pourrait faciliter la vie de bien du monde, mais il faut que ça soit bien stable. Il faut que les conditions n'aient pas changé d'une année à l'autre. Ça, ce n'est pas nécessairement évident. La loi sur l'impôt, puis vous savez mieux que moi, il est très, très complexe. Moi, je me souviens quand j'ai étudié en droit, c'était déjà un volumineux, c'était ça d'épais, là. C'était très complexe. Puis aujourd'hui, je pense que c'est sur 2 volumes. C'est vraiment, vraiment, vraiment complexe, la loi sur l'impôt. D'ailleurs, une petite anecdote qui va probablement me faire très honte, là, mais je vais quand même le dire. Quand j'ai été nommé ombudsman des contribuables, je me suis dit, OK, je vais faire mon propre rapport d'impôt de 2020 pour la première fois depuis longtemps. Là. Et puis, ou sinon depuis toujours. Et puis, j'ai commencé en février 2021 à faire mon rapport d'impôt. Puis, à un moment donné, j'avais changé de province aussi. Ça commençait à être complexe. J'avais gardé un condo à Toronto où j'habitais, tout ça. Puis, j'ai appelé en panique mon comptable pour qu'il vienne sauver la mise. C'est ce qu'il a fait. Parce que c'était trop complexe. J'y arrivais pas. J'ai pas mis toutes les heures qu'il aurait fallu que je mette dedans. Mais c'est ça le point. Il aurait fallu que je mette énormément d'heures pour essayer de ne pas trop faire de gaffe. Puis même là, je suis certain que j'en aurais fait. Donc, alors bonjour la simplicité. Alors, la déclaration pré-remplie, est-ce que c'est ça la panacée? Est-ce que c'est ça la solution? C'est une excellente question. Je ne suis pas convaincu non plus que c'est ça la solution. Est-ce que la solution serait qu'on simplifie la loi sur l'impôt? On vient de dépasser un petit peu mon mandat, là. Oui, merci. Ce que je pourrais dire dans ma dernière année, peut-être, mais pour l'instant, mais même si je devais dire ça, ça tomberait dans le vide, dans le sens où c'est pas bâti sur quelque chose qui est solidement appuyé. Comme là, mon histoire de non-déclarant, ça, c'est un enjeu. Il me reste 3 ans, puis je veux vraiment qu'on fasse une brèche dans ce mur, un peu de ce gros mur-là. Je veux qu'on soit un acteur de changement, parce que c'est important pour un ombudsman d'être un acteur de changement. Si on ne l'est pas, on ne fait pas notre travail. Le statu quo, ce n'est pas une situation qui est confortable pour un bureau d'ombudsman, parce qu'on peut toujours s'améliorer. On peut toujours avoir quelque chose qui va être mieux. Puis là, en ce moment, on sait qu'il y a des laissés pour compte, puis il faut qu'on trouve une façon d'aller les chercher. Ce n'est pas mon bureau avec mon budget familial en communication qui va aller chercher tout le monde-là. C'est pas nécessairement, je ne suis pas certain que l'agence réussirait non plus à faire une campagne là, sur Twitter, tu sais, ou Facebook, ou peu importe, une page dans le Globe and Mail ne va pas faire une différence. Là. Donc, comment est-ce qu'on va aller chercher ces gens-là? C'est sur le terrain, c'est en travaillant avec du monde qui sont sur le terrain. Et comme l'agence elle-même sortie du terrain, parce qu'ils n'offrent plus de services en personne depuis 2015, hein, ils ont fermé leur comptoir de services, c'est un autre enjeu en passant. Qui travaillent avec d'autres partenaires. Service Canada, d'autres partenaires, mais c'est très étanche là, entre les différents ministères. C'est tellement étanche que parfois on a des situations incongrues, comme des personnes qui ont vu au cours de l'année, c'est un des enjeux qu'on a soulevé
mais qui a été réglé par le Parlement. Donc, on s'est gardé une petite gêne une fois que le Parlement s'en était mêlé du dossier. Mais c'était la question de toutes ces personnes âgées qui recevaient un supplément de revenu garanti, puis qui voyaient qu'ils avaient appliqué aussi pour un programme d'urgence, puis qui voyaient leur supplément de revenu garanti diminuer en fonction de leur nouvel état de revenu qui avait augmenté à cause de la pandémie. Ces gens-là ne savaient pas ça là, au début. Là. Donc, c'est une situation qui a été réglée par le Parlement même. Ça a coûté pas mal de millions, là, mais ça a été réglé par le Parlement. Donc, ça aussi, c'est largement au-dessus de ma tête. Mais c'est quand même quelque chose qu'on avait abordé avec l'agence parce qu'on voyait bien qu'il y avait un enjeu. Puis finalement, quand ça s'est discuté au Parlement, bon, ben, on en parle dans le prochain rapport annuel pour dire ben, ça s'est réglé ailleurs. Mais puis tant mieux, évidemment. Autre point dans cette même peine-là, est-ce que les crédits d'impôt, c'est une bonne façon de rendre accessible Oui. Oui. Le programme, le PCBMI, le programme communautaire en matière d'impôt, en tout cas le bénévole en matière d'impôt, est très important. Mais là encore, on voit des distinctions importantes ici au Québec avec Revenu Québec. Donc, Revenu Québec, ils ont eu la bonne idée de payer des organisations qui aident les gens qui font des organisations qui aident des gens, ils payent par déclaration d'impôt. Et au Canada, au fédéral, avec le PCBMI, là, le programme en question, on rembourse, il faut prouver qu'on a eu besoin d'une nouvelle salle. C'est pendant la saison de l'impôt, il faut avoir utilisé des ordinateurs, il faut avoir embauché quelqu'un. Alors que les autres organisations à but non lucratif, ils en font à l'année. C'est pas juste pendant la saison d'impôt. Puis deux, ils prennent leur staff et des bénévoles puis pour gérer ça à l'année. Donc, c'est un peu plus complexe. Là, la ministre du Revenu a annoncé, il y a peut-être 2 mois de ça, qu'elle allait assouplir là, les conditions. Puis ça, j'en suis bien content à cet égard-là. Mais comme c'est un projet pilote, le PCBMI existe depuis longtemps, mais le financement des organismes est nouveau. Et c'est pas quelque chose que l'agence aime faire. Alors, comme c'est un projet pilote sur 3 ans, on est dans la 2e année. Donc, attendez-vous à ce que j'intervienne pour dire que c'est une bonne idée, on devrait faire comme au Québec. Je vais modifier le langage parce que le fédéral aime moins ça. Là. Quand on parle crûment comme ça, mais pour utiliser un autre langage. Mais oui, le PCBMI est très important pour répondre à la question. De toute façon, pour les gens, puis on a vu une recrudescence malgré la pandémie. J'ai parlé avec beaucoup d'organismes sur le terrain. Le fait que les gens avaient besoin d'avoir fait une déclaration pour obtenir une prestation d'urgence, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de non-déclarants qui sont arrivés et qui ont été de l'avant à faire une déclaration et souvent de remonter 2, 3, 4, 5 ans en arrière. Pour justement, et là, ils ont des surprises intéressantes parce qu'ils avaient droit à des prestations, que ce soit en matière de crédit d'impôt ou en matière d'autres prestations, le SRG par exemple, ou l'allocation canadienne pour enfants, mais là, ça leur crée des conditions qui sont plus gagnantes là, pour ces gens-là. J'ai peut-être une question. Est-ce que vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. Je peux peut-être cesser le partage d'ailleurs. Je présume que. Oh, je présume qu'il y a plusieurs des gens qui sont en ligne, qui sont des fiscalistes aussi, qui rendent des services à nos clients. Dans quelle mesure un intermédiaire, quand il y a un intermédiaire comme ça, qui est un fiscaliste, est-ce que l'intermédiaire se retire complètement pour procéder par une plainte par l'ombudsman ou comment c'est. Non, bonne question. D'ailleurs, c'est un des droits qui est prévu dans la Charte des droits du contribuable. Un des droits, c'est justement que vous avez le droit d'être représenté par la personne de votre choix. Donc, un fiscaliste, un comptable qui représente l'intérêt d'un client ou d'une entreprise peut facilement faire une plainte chez nous ou à l'agence de revenus en démontrant qu'ils sont effectivement, qu'ils parlent au nom de leurs clients. Puis là, l'agence va demander des questions du style, donnez-nous la ligne 28 de T1 de 2022, là, puis bon, le comptable va pouvoir répondre à ça ou le fiscaliste. Ce qui crée des ennuis pour les avocats qui représentent les clients
Parce qu'eux autres, quand on leur pose ces questions, quand l'agence leur pose ces questions-là, ben, eux autres ne sont pas capables de répondre, donc ils doivent retourner vers leur client ou vers les comptables du client pour leur demander qu'est-ce que je réponds à ça? Parce qu'ils n'ont pas ça, c'est pas leur job comme tel. Donc, les avocats se plaignent aussi, font des représentations à mon bureau, à moi, pour me dire, ben, c'est pas juste pour nous autres, mais là, OK, on verra ce qu'on peut faire, mais on va aller pas à ceux qui ont le plus d'aide, ou le plus pressant, mais c'est quand même naturel pour un petit bureau comme le nôtre de mettre nos ressources vers des enjeux qui vont toucher davantage les populations plus vulnérables. Est-ce que il y a d'autres questions? Il y a le bureau de protection. C'est quoi le nom encore? Pardon. Quels sont les droits des contribuables? Au Québec, à Revenu Québec, il y a un bureau qui est semblable au nôtre, qui s'appelle le Bureau de protection des droits des contribuables. Et donc, ils ont une charte aussi qui a été calquée sur celle du fédéral, je pense que je peux dire ça. Mais leur bureau, eux, la grande différence avec la nôtre, il y a plusieurs grandes différences, mais leurs bureaux à Revenu qui sont à l'intérieur de Revenu Québec, donc ça, c'est une situation comme la nôtre, mais eux, ils ont la capacité d'agir tout de suite dans les dossiers des contribuables. Autrement dit, s'il y a une plainte à ce bureau-là, ils peuvent aller et discuter du fond. Pas juste comme savoir au niveau du service, mais au niveau de refaire les chiffres, refaire les données, refaire le calcul qui a été fait. Donc, ça, c'est un bureau que j'envie à cet égard-là. Mais en même temps, ils ont d'autres bureaux, ils ont d'autres enjeux là, au niveau de notoriété, au niveau d'indépendance, que nous, on se détache un petit peu plus. Mais pas tant que ça. Des félicitations et bravo des gens qui mettent ça dans le chat pour vous remercier de mieux les instruire sur le rôle de l'Ombudsman. Je pense que ça a très bien éclairé l'ensemble du rôle et tout ça. Puis une bonne idée d'en parler comme ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler de votre rôle. C'est ce qui complète la conférence pour aujourd'hui. Il y aura à suivre dans les prochains jours, là, pour ceux qui sont là, vous avez un scoop. Là, il y aura une annonce pour une prochaine conférence au début décembre sur la mise à jour économique. Donc, surveillez ça. Vous allez avoir de l'information prochainement. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore à tout le monde de ne pas s'être endormi. Merci. Merci.